Je suis heureux de vous y accueillir avec Bernard Delas, vice-président de la CPR, et Denis Baud, premier sous-gouverneur de la Banque de France, pour cet échange consacré ce matin aux conséquences du Brexit pour le secteur financier. Alors, vous parlerez cet après-midi d'un autre thème essentiel, la digitalisation des populations fragiles. Mais pour revenir au Brexit, nous avons choisi ce thème il y a plusieurs mois et vous nous accorderez qu'il pouvait rarement tomber plus juste dans l'actualité de la semaine et que le sujet est certes extraordinairement évolutif. Je salue, comme la quasi-totalité d'entre nous, je pense, dans cette salle, l'accord qui a été trouvé la semaine dernière entre les négociateurs européens et britanniques. Et nous espérons tous ardemment que cet accord franchira les prochaines étapes jusqu'à sa finalisation. Mais le contexte est encore incertain et la prudence s'impose. Même si nous ne la souhaitons pas, et j'insiste fortement sur ce point, même si nous ne la souhaitons pas, nous devons aussi tous nous préparer à faire face à une situation éventuelle de no deal. La CPR et la Banque de France se préparent aussi à ce scénario éventuel pour assurer le bon fonctionnement du système financier. Ce sera mon premier temps et c'est pourquoi je parlerai au conditionnel. Je veux ensuite me projeter au-delà du Brexit. Nous pouvons transformer en partie les contraintes d'aujourd'hui en opportunités pour demain et construire un eurosystème financier mieux intégré. Je reviendrai sur le sens de cette expression eurosystème financier. À court terme, il s'agit de bien gérer les risques du Brexit. Dans le cadre de leur mission, la CPR et la Banque de France veillent sur deux principaux risques liés à la perspective du Brexit. Ceux qui pourraient menacer la stabilité financière et ceux qui pourraient remettre en cause la protection de la clientèle. Il s'agit bien sûr d'éviter un effet de falaise qui serait lié à un no deal Brexit. Un petit mot sur les conséquences économiques. Elles seraient naturellement beaucoup plus importantes pour le Royaume-Uni que pour le reste de l'Union européenne. Mais en ce qui concerne la stabilité financière, à ce stade, notre analyse, comme celle de la Banque centrale européenne, et vous savez qu'il y a eu un travail technique approfondi avec la Banque d'Angleterre, ne fait pas ressortir de risques majeurs. Je veux le dire aujourd'hui, après Mario Draghi, que je cite, « Il faudrait vraiment être excessivement mal préparé pour que les risques pour la stabilité financière liés à un hard Brexit se matérialisent. » Fin de citation. La compensation des dérivés de taux, cependant, mérite un traitement particulier, car les chambres de compensation britanniques occupent une position de quasi-monopole dans ce secteur. En cas de no deal Brexit et en l'absence de mesures particulières, ceci pourrait représenter un risque systémique. Nous soutenons donc la proposition de la Commission européenne, à savoir, si c'était malheureusement nécessaire, la reconnaissance temporaire de l'équivalence du cadre législatif britannique dans le cadre d'EMIR 1 et l'autorisation pour les CCP britanniques de continuer de fournir des services de compensation aux institutions financières européennes jusqu'à l'entrée en vigueur d'EMIR 2. Mais cette solution devrait clairement rester temporaire, sur une durée limitée à, disons, une grosse année. Elle devrait aussi être liée à un calendrier ferme d'adoption d'EMIR 2. Nous souhaitons maintenant que les institutions européennes parviennent à finaliser cette clause de sécurité dans les meilleurs délais. J'ai parlé de la stabilité financière. Notre autre priorité est la protection de la clientèle, concernant les clients ayant souscrit des contrats auprès d'entreprises britanniques, notamment dans le secteur des assurances. C'est bien sûr à l'industrie elle-même de se préparer activement aux conséquences de la perte du passeport européen. La plupart des grands acteurs ont pris des dispositions nécessaires. La CPR a déjà délivré des autorisations à certains d'entre eux
et elle accompagne aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'institutions, tous secteurs confondus, dans leur démarche de relocalisation. Mais nous maintenons une vigilance particulière pour les moyens et les petits acteurs, notamment les entreprises d'investissement de taille modeste, ainsi que les établissements de paiement et de monnaie électronique. Une enquête de la CPR, menée certes en juillet dernier, mais il n'y a pas si longtemps, indiquait que seuls 24% des entreprises d'investissement et 22% des établissements de paiement et de monnaie électronique exerçant dans le cadre de la libre prestation de services souhaitaient obtenir un passeport d'ici fin 2018. Nous devons donc, malheureusement, être prêts à gérer des situations où des entreprises britanniques n'auraient pas préalablement transféré leurs activités. À cet égard, des dispositions européennes seraient bien évidemment préférables pour régler de façon uniforme toutes les questions pertinentes. Mais si nécessaire et en complément, nous envisageons des dispositions françaises. C'est le sens du projet de loi d'habilitation adopté par le Sénat et qui arrive en discussion à l'Assemblée nationale les 10 et 11 décembre prochains. Il nous permettrait de prendre des dispositions pour protéger juridiquement les ménages et les entreprises. Nous proposerions donc l'instauration d'un régime de transition adapté qui, pour la gestion extinctive des contrats, c'est ce dont il s'agit, permette aux entreprises britanniques de poursuivre leurs activités initiées sous couvert de passeport européen à condition de soumettre un programme de liquidation à la CPR. Nous souhaitons que ce régime transitoire soit intégré dans les ordonnances et qu'il confère à la CPR des pouvoirs similaires à ceux qui existent dans le cadre du passeport européen. Ce serait la contrepartie de la continuité qui serait accordée, encore une fois pour les contrats en cours. J'en viens à mon deuxième temps sur la nécessité, au-delà du Brexit, de construire un eurosystème financier. À l'évidence, le Brexit est et restera une mauvaise nouvelle pour le Royaume-Uni, comme aussi pour l'Europe. Mais il peut aussi représenter en partie une opportunité pour restructurer le système financier européen. En effet, nous avons un eurosystème monétaire efficace, la BCE et les 19 banques centrales nationales. Nous avons le cadre juridique du marché unique financier et en partie de l'union bancaire. Nous avons une capacité d'épargne exceptionnelle, une des premières du monde, 400 milliards d'euros annuellement pour l'épargne financière en zone euro. Mais nous n'avons pas encore ce qu'on pourrait appeler un eurosystème financier, fait d'institutions financières plus fortes et pan-européennes, et fait d'infrastructures de marché partagées. Alors soyons clairs, il n'y aura pas une city unique pour le continent, mais plutôt un réseau polycentrique intégré de places financières, avec probablement des spécialisations par domaine d'expertise. Un tel système polycentrique peut fonctionner, comme en témoigne l'exemple américain. La place financière de New York est privilégiée pour les banques de financement et d'investissement. La place de Chicago traite des futurs, tandis que celle de Boston est spécialisée dans la gestion d'actifs. Alors, dans cette nouvelle constellation européenne, Paris dispose de tous les atouts pour devenir ce que j'appellerais le hub marché. Notre capitale abrite 4 des 8 banques d'importance systémique mondiale de la zone euro. Elle est numéro 1 dans l'assurance depuis le début de cette année, l'assurance vie aussi bien que dommages. Numéro 1 dans le secteur de la gestion d'actifs. Elle dispose d'un marché obligataire de premier plan, du plus grand marché de titres négociables à court terme continental, NewCP. Et elle occupe la première place en matière de financement du capital risque en Europe continentale. Les autorités financières françaises, y compris la Banque de France et la CPR, œuvrent également de concert pour faciliter la diffusion d'innovations financières saines et solides,
on veut bien, en général, reconnaître que la compétence des autorités de supervision est un atout de Paris. Ce n'est pas nous qui le disons. Et elles œuvrent pour financer le développement d'une finance verte. En outre, Paris offre le premier gisement de personnel hautement qualifié dans les services financiers. Je me réjouis que de nombreuses banques internationales aient donc déjà décidé de transférer à Paris la majorité de leurs activités de marché. Mais ce nouveau système suppose de disposer d'un cadre réglementaire unique, le Single Rule Book, avec une mise en œuvre harmonisée. On s'en approche dans le secteur bancaire, mais c'est un peu moins le cas dans le secteur des assurances. Il est donc nécessaire de renforcer encore le rôle des autorités européennes de supervision. Et la France soutient, un peu trop seule encore, la France soutient la réforme des ESA, les autorités de supervision européennes, proposée par la Commission. Il faut par ailleurs permettre à l'EIOPA, l'autorité de supervision des assurances, de créer de sa propre initiative des plateformes de coopération pour mieux encadrer, dans certains cas, les entités dont l'activité provient en grande partie des opérations transfrontières réalisées au titre de la LPS. Cet eurosystème financier suppose aussi des infrastructures communes de marché au sein de l'Union, capables d'offrir des services au-delà de la seule zone euro. Les exemples de T2S et de TIPS, le nouveau système de règlement interbancaire des paiements instantanés, tous deux multidevises, nous montrent que c'est possible. Nous devons aussi traiter la question des monopoles privés dans le secteur des chambres de compensation. Il faut veiller à ce que les acteurs essentiels ne deviennent pas trop grands pour faire faillite, too big to fail. Alors certes, la compensation est par nature même une activité à fortes économies d'échelle, ce qui pousse à la concentration, les effets de réseau. Mais nous avons absolument besoin de davantage de concurrence pour favoriser l'innovation financière. Les opérations repo vont fort heureusement se regrouper à LCH SA début 2019. Plus largement, et je veux le dire, nous souhaitons le développement à Paris d'une offre de services de compensation renforcée et complétée dans le domaine des produits dérivés de taux d'intérêt. Au-delà, le Brexit représente une opportunité pour l'Europe de mieux transformer sa propre épargne pour renforcer sa capacité à financer l'économie réelle. C'est ce que j'appelle l'union de financement pour l'investissement et l'innovation. Il s'agit de mieux diriger l'épargne abondante de la zone euro pour mieux stabiliser les chocs à l'intérieur de la zone euro, c'est la finalité macroéconomique, et mieux répondre aux besoins d'investissement et d'innovation, le numérique, la transition énergétique, les fonds propres des PME, c'est la finalité microéconomique. En pratique, une vraie union de financement passe par l'accélération de l'union des marchés de capitaux et la finalisation de l'union bancaire. À propos de celle-ci, le deuxième pilier de résolution des banques en difficulté importe plus encore qu'une éventuelle garantie commune des dépôts. Et il est essentiel de lever les obstacles à des banques paneuropéennes transfrontières. L'union bancaire, l'union des marchés de capitaux, le renforcement du mécanisme européen de stabilité, le budget de la zone euro, c'est l'agenda politique franco-allemand de Meseberg en juin dernier. Mais je souligne aujourd'hui l'urgence à le concrétiser. Au Brexit doit correspondre le renforcement économique et financier de la zone euro. Et si nous en restions aux arguties techniques, à l'autosatisfaction des uns et aux attaques des autres, et à la défiance de tous, nous aurions plus que manqué une opportunité. Nous aurions collectivement manqué à notre responsabilité. C'est par là que je veux conclure.
Les 27 ont fait preuve d'une unité impressionnante dans leur position sur le Brexit. Derrière leur négociateur, Michel Barnier, qui a fait un travail remarquable. Et tous les Européens ont mieux pris conscience, au moins en creux, de tous les avantages de notre Europe et de notre marché unique. Cette volonté politique protectrice doit désormais se prolonger dans une ambition constructrice pour bâtir une Europe plus efficace. Merci de votre attention.